Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Espace News avec moi, Christophe Paget. Donc cette semaine, j'évoquerai les dernières nouvelles concernant Axiom Space et sa station spatiale, une revue de JAXA et son atterrisseur lunaire SLIM et quelques nouvelles de Starbase. Je voulais aussi me joindre à nos collègues de l'industrie spatiale pour rendre hommage à ceux qui ont péri dans l'avancement des vols spatiaux. Et je passerai en revue les progrès réalisés par X-Space sur sa fusée réutilisable. Et enfin, je terminerai cet épisode avec les lancements de la semaine. Commençons cet épisode avec une vidéo d'Axiom montrant leurs progrès et leur ambition de faire de leur station spatiale commerciale un remplaçant pour l'ISS. Vous pouvez voir de nombreux matériels en construction, principalement pour le premier module de la station spatiale, appelé AX-H1 ou HAB-1. Vous pouvez voir aussi la taille de cette bête, le diamètre interne est celui d'un adulte typique, bien que nous ne connaissons pas sa vraie taille. Par contre, nous savons le diamètre externe qui est de 4,6 mètres, avec un lancement prévu pour 2026 par SpaceX Falcon Heavy ou similaire. L'une des principales attractions est cette coupole massive qui offre une vue panoramique sur toute la Terre, un meilleur point de vue que celui de l'ISS. Axiom a fait appel au soutien de Thales Alenia Space pour réaliser de grandes pièces, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Le module spatial prend progressivement forme et le véritable matériel est désormais visible. Comme cette station spatiale est grandiose, c'est vraiment fantastique et d'ailleurs les futurs occupants en profiteront certainement chaque instant. Si vous avez regardé mes épisodes précédents, vous savez que l'atterrisseur SLIM de JAXA s'est posé en douceur sur la Lune le 19 janvier, mais sur son nez et avec ses panneaux solaires orientés à l'opposé de la lumière du Soleil. Après plus d'une semaine, la communication avec SLIM a été rétablie avec succès et ses opérations ont repris. Les observations scientifiques ont repris avec la caméra multibande et JAXA a obtenu la première lumière pour l'observation à 10 bandes. Cette figure montre le toy poodle ou caniche jouet observé lors de l'observation multibande. Pourquoi cette image vaut-elle la peine d'être montrée ? C'est parce que le Japon est le cinquième pays à se poser en douceur sur la Lune, une tâche très difficile à maîtriser, mais surtout, la nuit de Lune va bientôt arriver, qui durera 14 jours, où la température sera si froide qu'il est peu probable que l'atterrisseur y survive, car le matériel n'a pas été conçu pour de telles conditions, comme d'ailleurs le Chandrayaan 3 d'ISRO l'était également. Donc autant de données collectées dès maintenant en vaudra la peine pour la communauté scientifique. Faisons une petite revue de ce qui se passe à Starbase. La grue LR11000 est en cours de démontage. Il ne se passera donc pas grand-chose sur le site de lancement sans cette grue. J'aurais pensé que SpaceX aurait commencé à travailler sur la tour Mekasila numéro 2 sur le site de lancement, mais il semble que ce ne soit pas encore au calendrier. Le réservoir de méthane du premier étage numéro 13, donc le réservoir supérieur, est en cours d'assemblage et est probablement terminé, à en juger par ces images. Le support de lancement continue d'être testé et même repeint. Et un nouveau mécanisme de porte pour la Mega-baie est en cours de test. Nous allons donc bientôt avoir de moins en moins de visibilité sur ce qui se passe dans Starbase, alors profitez-en maintenant tant que ça dure. L'agrandissement de la Star Factory progresse, où la section nouvellement érigée reçoit son toit. Quelle bête, je dois dire,
une taille magnifique. Quand on compare d'ailleurs la taille du bâtiment avec celle des êtres humains sur son toit. Maintenant, SpaceX devient paresseux avec l'ajout de murs en béton préfabriqués pour protéger le parc de stockage en carburant liquide. Ce que vous voyez ici est le début de la construction de la tour de lancement numéro 2 et les pièces étant pré-assemblées à la Star Factory. Le toit de la nouvelle Mégabée est en voie d'achèvement et comme prévu, l'anneau de séparation des étages est en cours de réinstallation sur le premier étage numéro 10 en vue de son essai en vol ce mois-ci. Enfin, Starbase n'est pas exempt de pluie de météorites, comme vous voyez sur vos écrans grâce à nos amis de NSF. Cette semaine, la communauté spatiale se souvient de ceux qui ont péri pour les progrès de vols spatiaux, ces héros de l'espace à travers le monde. X-Space, une spin-off de CASIC, a effectué cette semaine un bref test de saut de 22 secondes de sa fusée Kaizu fonctionnant au méthane-oxygène et aussi réutilisable. L'étage prototype est apparemment suspendu à une grue pour des raisons de sécurité et n'a fait qu'un court saut jusqu'à présent, démontrant sa capacité à manœuvrer l'engin avec un seul moteur. Jusqu'ici tout va bien, X-Space a maîtrisé ce premier saut. De plus, ils ont testé leur moteur sur des fonctionnements de longue durée jusqu'à 200 secondes. Donc je m'attends à d'autres développements de cette société dans les mois à venir. Restez à l'écoute sur cette chaîne pour en savoir plus. Le 28 janvier, l'agence spatiale iranienne a envoyé une fusée Seamorph en orbite terrestre basse à une altitude minimale de 450 km depuis son centre spatial Semnan en Iran, avec à son bord les satellites Mahada, Kayhan 2 et Hatef 1. Mahada est un petit satellite testant de nouveaux sous-systèmes satellitaires et permettant de mesurer la précision du déploiement de plusieurs charges utiles à partir du lanceur Seamorph. Kayhan 2 est un CubeSat d'Iran Electronic Industries destiné à tester les systèmes de contrôle d'altitude de satellites. Et Hatef 1 est un CubeSat également d'Iran Electronic Industries avec une charge utile de communication Internet. Le 29 janvier, SpaceX a lancé 2 Falcon 9 à moins de 4 heures d'intervalle avec un total de 45 satellites Starlink V2 Mini à bord sur des orbites terrestres basses circulaires typiques
pour ses missions groupe 6-38 et 7-12 depuis les complexes de lancement spatiaux 39A du Centre spatial de Kennedy en Floride et 4E de la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie respectivement. Le premier étage a volé pour sa 18e fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas, tandis que le deuxième premier étage a volé pour sa 9e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You dans l'océan Pacifique. Le 30 janvier, un autre lancement d'une Falcon 9 de SpaceX, mais cette fois-ci en remplacement d'une fusée Antares de Northrop Grumman qui a été abandonnée en raison de ses moteurs fabriqués par des sociétés russes et ukrainiennes qui ne seront plus utilisés en raison de la guerre qui continue et de l'embargo actuel. Le plan est que Firefly conçoive le remplacement de l'Antares, mais en attendant, Northrop Grumman utilisera SpaceX Falcon 9 pour honorer son contrat avec la NASA pour son module Cygnus pour sa mission CRS-2 NG-20, apportant 3,7 tonnes de ravitaillement à l'ISS. Le premier étage a revolé pour sa 10e fois et a atterri sur site à la landing zone numéro 1. Un petit fait amusant, SpaceX a dû créer pour Northrop Grumman une porte intégrée sur mesure de 1,5 m par 1,2 m dans son carénage pour permettre des chargements de marchandises tardifs sur Cygnus par une salle blanche mobile, comme vous voyez sur votre écran. Donc Cygnus est arrivé à bord de l'ISS jeudi 1er février. Le 31 janvier, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis son complexe de lancement 1A dans la péninsule de Maya, en Nouvelle-Zélande, pour sa mission 4 of a Kind. La charge utile était constituée de 4 satellites récepteurs multi-usages à orbite terrestre basse de 4 kg chacun, provenant de Spire Global pour le compte de North Star, sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 530 km et une inclinaison de 97 degrés. Les satellites fourniront des données sur la détection, le suivi, la détermination de l'orbite, l'évitement des collisions, la navigation et les alertes de proximité des objets spatiaux. Le premier étage a été récupéré par la flotte navale de Rocket Lab, comme vous voyez sur vos images. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous laisse avec la dernière photo de Pluton. La photo originale a été prise par le vaisseau spatial New Horizons passant Pluton en 2015, mais à l'époque, la photo n'était pas ajustée à ce que l'œil humain verrait. Donc cette image est l'image en couleur vraie de la plus haute résolution jamais prise de Pluton, comme si vous y étiez. L'image montre le Tobath Regio en forme de cœur avec le Sputnik Planitia, incroyablement lisse, fait d'azote gelé. Remplissons son lobe ouest. Donc, cette planète naine possède une surface étonnante, complexe, composée de nombreuses régions aux nuances sensiblement différentes. Dans l'ensemble, Pluton est principalement marron. Une grande partie de sa couleur atténuée provenant de petites quantités de méthane de surface alimentée par la lumière ultraviolette du Soleil. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci d'avoir regardé et bonne semaine. Et rendez-vous à votre prochain épisode. Au revoir.